Salut tout le monde, c'est Afro. Alors les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez rendre votre application HTML, CSS, JavaScript, PHP modulaire en tant que débutant. Alors, premièrement, pourquoi rendre votre application modulaire? Déjà, en rendant votre application modulaire, ça vous permet de travailler aisément en équipe parce que, bon, par défaut, on est tenté de mettre HTML, CSS, JavaScript, PHP dans un seul fichier, d'accord? Ce qui rend la lisibilité très pénible et aussi, bon, ça retire du boulot à d'autres membres du groupe, d'accord? On travaille en équipe et si vous mettez tout dans un seul fichier, c'est très compliqué que pour plusieurs personnes collaborent sur un seul fichier. Donc là, je vais vous montrer la technique que moi j'utilise, la technique que d'autres développeurs utilisent aussi également pour essayer de rendre le code maintenable et surtout modulaire comme je dis, c'est-à-dire que chacun travaille dans son coin sans déranger l'autre. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Là, j'ai fait un petit projet HTML, CSS, JavaScript, PHP, n'est-ce pas, pour pouvoir démontrer en fait cela. C'est un petit projet, bon, il n'y a pas de design, tout est d'accord, on se concentre sur la structure, l'architecture, base de données, bref, je vais juste essayer de parcourir ça avec vous pour que vous essayiez de voir comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir mieux collaborer en équipe sur les projets dont nous avons ce semestre-ci. D'accord, donc là, on commence. Je disais là, ok, voici déjà ce qu'on va apprendre à faire. D'accord. Là, on a un petit projet, je sais pas si vous voyez. Bon, je vais un peu essayer de zoomer là. Donc là, on a un petit projet, une petite application qui prend le nom de l'utilisateur, le mot de passe. Voilà, j'ai pas géré sur les textes, qui récupère, qui prend un fichier et puis il enregistre dans la base de données, le plot également sur le serveur, c'est-à-dire qu'on prend dans la machine, on met dans le serveur et puis bon là, on récupère donc les informations enregistrées, on les affiche sous forme de HTML. Donc, c'est un peu la petite application-ci que j'ai faite pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez rendre vos codes, n'est-ce pas, modulaires. Voilà. Donc là, déjà pour vous montrer, voici la structure de mon projet. Voilà. On a un fichier d'entrée, index.php. Ensuite, bon là, on a un petit fichier lib.js. Bon. Ça, c'est pour les petites librairies, pour les petites tâches. Par exemple, là, j'ai deux fonctions. Pour ne pas écrire document.querySelector chaque fois, là, je crée une fonction $, qui me permet directement de récupérer les éléments HTML facilement et je gagne en temps en fait. Voilà. Donc là, j'ai un fichier d'entrée index.php. On va parcourir le code, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai un autre dossier que j'appelle vue. Alors là, quand votre projet, n'est-ce pas, quand votre projet a plusieurs pages, vous pouvez donc créer les fichiers correspondant à ces pages. Vous les mettez dans le dossier, n'est-ce pas, le dossier vue. Ensuite, là, j'ai un autre dossier JS. Voilà. Dans ce dossier, en fait, on aura les fonctions. Bon, c'est vrai qu'au départ, je voulais mettre lib.js dans ce dossier-là, mais bon, tant que c'était juste un seul fichier, j'ai pas jugé nécessaire de le mettre là. Voilà, je vais le supprimer du coup. Ensuite, on a un autre dossier image. Là, ce dossier contient donc, n'est-ce pas, les images. Ça, c'est les images du projet. C'est-à-dire que les images qui seront dans les pages de votre application. Et ensuite, là, j'ai un autre dossier qui s'appelle logo école. En fait, c'est dans ce dossier que je plotte, n'est-ce pas, tous les fichiers que l'utilisateur choisit dans sa machine. Donc, ça veut dire que toutes les images ici que vous voyez ici,
voilà, sont uploadés directement dans ce fichier là. Déjà on peut regarder. Voilà, voici l'image qu'on vient tout juste d'uploader. Voilà, et les autres images que j'ai uploadées lors des tests. Voilà, donc là, et ensuite on a notre dossier CSS. Dans ce dossier CSS, on a, voilà, c'est ici en fait que vous mettez tous vos fichiers CSS pour décorer vos pages. Donc là, on a global.css. Ce fichier contient les styles globaux. Voilà, c'est-à-dire que les styles que vous allez mettre ici vont s'appliquer sur toutes vos pages. Par exemple, les boutons, vous voulez que tous vos boutons soient bleus. Vous définissez toutes ces propriétés-là, les propriétés qui sont communes sur toutes les pages, n'est-ce pas? Vous définissez ça dans global.css et puis, naturellement, n'est-ce pas, vous allez inclure ce fichier-là dans vos différentes pages HTML. Là aussi, le fichier index.php correspond à la page, le fichier index.css autant pour moi correspond à la page index.php, c'est-à-dire que je vous suggère, n'est-ce pas, de créer chaque fichier CSS pour chaque vue, d'accord? Donc, si vous voulez personnaliser, par exemple, si moi je travaille sur le login, d'accord, le login a son login.php, son login.css. Donc, il ne faut pas que vous mélangez les styles comme ça. Quand le chef d'équipe va mettre tous vos projets en commun, il n'y aura pas de conflit, d'accord? Chacun pourra travailler dans son fichier, pas de conflit, tout est tranquille, tout est free. Voilà, et après donc CSS, on a donc le fichier app. Ça c'est l'engine, le moteur même de l'application. Donc c'est ici que vous mettez les fonctions PHP, n'est-ce pas, pour effectuer les tâches en back-end, base de données, suppression et tout. D'accord, donc si je déroule ça, on a un fichier d'abord db.php. Voilà, je sais pas si vous voyez ça, d'accord. Dans ce fichier, donc, c'est le fichier qui vous permet de vous connecter à votre base de données, d'accord. Là, vous mettez, je ne vais pas entrer dans les détails de PHP, je suppose que chacun connaît comment est-ce que on se connecte à une base de données en utilisant PHP. Sinon, voilà le code, c'est tout simple. Voilà, MySQL Connect, vous mettez le host, on a un local, du coup c'est localhost. Le nom d'utilisateur, par défaut c'est root. Le mot de passe, voilà, par défaut c'est vide. Et ensuite le nom de la base de données. Là c'est pour mon projet, d'accord, j'ai décidé d'appeler ça Fax Prépa. Voilà, donc si je pars dans mon PHPMyAdmin, d'accord, là vous voyez bien Fax Prépa. Et puis j'ai les tables, les différentes tables qui sont là. Donc si on revient donc sur la structure, ensuite on a un autre dossier qu'on appelle les contrôleurs. Alors c'est quoi un contrôleur? Donc dans ce dossier, si vous allez mettre tout, vous allez mettre le code qui communique avec le front-end. Ça veut dire quoi? Si on clique par exemple sur le bouton enregistrer, voilà, quand on clique sur le bouton enregistrer, on est en train d'envoyer les données, n'est-ce pas, au serveur pour que le serveur traite et puis nous renvoie une réponse. C'est-à-dire que tout le moteur qui gère cela doit être inclus dans le dossier contrôleur, d'accord. Là par exemple, j'ai le contrôleur save file. Donc chaque fois que je clique sur, on va parcourir le code en détail, donc ne vous inquiétez pas trop. À chaque fois que je clique sur save, en fait, chaque fois que je clique sur save, c'est ce fichier-ci qui est appelé save file. Voilà, et pour récupérer, n'est-ce pas, les élèves en base de données, je veux dire les écoles, parce que là, c'est pas si vous avez eu le temps de voir, mais c'est en fait un petit projet qui prend le nom d'une école et son logo, d'accord. C'est un peu les détails. Donc, on a save file qui nous permet d'enregistrer, n'est-ce pas, les données en base de données. Et
ensuite, on a un autre contrôleur qui s'appelle getSchool.php. En fait, celui-ci récupère, n'est-ce pas, tous les enregistrements qu'on a fait en base de données et puis les renvoie au client. Donc ici, on est carrément dans une communication client-serveur. Donc, le client envoie une requête et puis le serveur répond. Vous voyez qu'ici, on n'a aucun code HTML, on n'a pas de CSS, c'est purement PHP. Et là, vous pouvez avoir deux personnes qui travaillent. Un gars travaille sur le design et puis un autre là, il se concentre carrément sur la partie back-end, quoi, sur la partie serveur. Bon, ça, c'est quand on n'utilisait pas de framework. On est à l'école, on nous interdit les frameworks. Donc, je pense que c'est une méthode qui, voilà, ça permet de rendre le code un peu modulaire. Ensuite, on a un autre dossier, service. Alors, dans les services, vous allez mettre toutes les fonctions PHP qui communiquent avec la base de données. D'accord, vous voulez insérer les données, vous voulez supprimer, vous voulez sélectionner. En fait, toutes les opérations concernant la base de données, vous les mettez dans le dossier service. Et dépendant de chaque entité, vous créez un fichier PHP pour chaque entité. Parce que là, vous voyez par exemple, j'ai School Engine. Là, il fait toutes les requêtes qui concernent la table School. Là, j'ai type épreuve. Je fais toutes les requêtes qui concernent, n'est-ce pas, la table type épreuve. Et pareil pour épreuve. Bon, là, j'ai pas encore implémenté. Je le ferai bientôt. D'accord. Ok, alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez communiquer? Vous pouvez envoyer la requête depuis le front-end au back-end. Comment est-ce que ça se passe? Là, on va parcourir le code index.php pour essayer de voir comment est-ce que ça se passe. D'accord? Là, je vais ouvrir index.php. Index.php. Je vais réviser ça. Voilà, donc là, HTML, CSS basique, tout le monde connaît ça. Là, j'ai une balise P, j'ai un input, mot de passe, le logo input type file. Voilà, ensuite j'ai ce bouton-ci, le bouton save. Là, j'attache un événement, d'accord. Je dis quand vous écrivez on clique, ça signifie bon. Quand on va cliquer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Donc on clique là, j'appelle la fonction save data proxy. Bon, je mets proxy parce que bon, ce n'est pas les données ne sont pas directement enregistrées. Donc on passe par une sorte de proxy quoi. Donc lui il va vérifier tout si les données sont correctes, d'accord. Et puis quand c'est bon, il appelle la vraie fonction save data. Donc c'est souvent utile quand vous avez une fonction, quand vous avez un bouton sur votre interface, mais vous ne voulez pas directement exécuter l'action quand on clique dessus. Donc vous pouvez ajouter le suffixe proxy, d'accord, pour dire en fait celui qui lit votre code, c'est que bon, ok, quand je clique là, les données ne sont pas directement enregistrées. Donc il y a une certaine vérification avant d'entrer dans la fonction save data. Donc c'est un proxy. Voilà, et là, voici dans la fonction save proxy. Là, j'ai la variable name qui est égale à $JSName.value. Alors, dollar, c'est quoi? C'est la fonction ci, n'est-ce pas? Ça me permet en fait de récupérer l'élément HTML à partir de son sélecteur CSS. Bon, pas le sélecteur, bon, son sélecteur, d'accord? Comme on l'utilise en CSS. Là, j'ai la fonction dollar et $, $1 query selector, $, query selector all. Alors la différence entre les deux fonctions c'est quoi? Query selector retourne un seul élément et query selector all retourne tous les éléments. Donc si par exemple dans votre site vous avez 5 gifs, si vous faites document.query selector entre parenthèses vous mettez les codes, ensuite vous écrivez div, alors il va retourner tous les 5 diffs. Donc, il va retourner toutes les occurrences, en fait, n'est-ce pas, qui correspondent au sélecteur que vous avez passé en paramètre. Donc, là, vous voyez que, bon, sur l'input texte, j'ai mis l'id égale à name. Là, je crée une variable name. Je récupère cette idée et point value, en fait, me permet de prendre la valeur, n'est-ce pas,
que l'utilisateur a entré. Et MDP, c'est le mot de passe. Logo. Bon, le logo, c'est un fichier, d'accord? C'est ce fichier, c'est choose file. Et comment est-ce que vous le récupérez? Voilà, vous mettez son sélecteur là. Point file, crochet 0. Alors, pourquoi crochet 0? Parce que par défaut, n'est-ce pas, l'input type file retourne un tableau de fichiers. Donc, quand vous sélectionnez un fichier, en fait, c'est le premier élément du tableau parce qu'il y a les propriétés qui peuvent vous permettre de prendre plusieurs fichiers dans votre ordinateur. Et c'est pour ça que c'est un tableau. Donc, vous pouvez parcourir dans ce tableau après pour récupérer les différents fichiers qui sont présents dans le tableau. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bon, là, je fais un petit test. Est-ce que la longueur, n'est-ce pas, du nom est différente de 0 pour m'assurer qu'il a mis quelque chose? Est-ce que le logo est différent de Undefined? Donc, est-ce qu'il a mis quelque chose? Est-ce qu'il a inséré le logo de l'établissement? Ensuite, pareil pour le mot de passe. Est-ce que la longueur est différente de 0? Voilà, pour les raisons de démonstration, là, j'ai pas mis les vérifications pour le mot de passe. Donc, là, j'essaie juste de vous montrer un truc simple qui va vous aider à mieux travailler en équipe. Voilà, ok, on dit ok, si tout ça est ok, save data. Donc ça, c'est la vraie fonction save data. Donc, quand tout est bon, on appelle dans la vraie fonction, n'est-ce pas, qui va enregistrer vraiment les données. En fait, qui va faire la requête, faire le back-end. Voilà. Et ensuite, bon, quand c'est pas bon, on dit ok, vire remplir tous les champs, c'est obligé, lol, d'accord, le simple, voilà. Donc là, j'ai la fonction donc save data qui prend en paramètre le nom, le logo et le mot de passe. Alors, voici donc la partie très intéressante. Cette technologie, veut dire cette fonctionnalité ou bien cette API porte le nom d'Ajax. Ajax, Asynchronous JavaScript en XML. Vous pouvez taper Ajax sur Google, A-J-A-X. En fait, c'est cette technologie-là qui nous permet de communiquer avec le backend depuis le JavaScript. Donc, ça nous empêche de mettre le PHP ici et tout et tout. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous créez d'abord un objet form data, comme je l'ai fait ici. Ensuite, vous allez donc ajouter les différents champs et la valeur correspondante. Donc, ça, c'est les données que vous envoyez au backend. Vous avez le nom. Ça, c'est le nom du champ. Et là, c'est la valeur. Donc, c'est la valeur que je prends en paramètre ici. On a le nom, on a le mot de passe, on a le logo, data.append. C'est simple. Donc, si vous avez 20 champs, vous allez faire data.append, en fait. Vous insérez tous les éléments en spécifiant, bien sûr, le nom correspondant. Et ensuite, donc, vous créez un objet XML HTTP request, d'accord? C'est celui-ci qui vous permet en fait de faire la requête. Voilà. Et ensuite, donc, vous allez ouvrir, n'est-ce pas? On va dire quoi? On va appeler ça, vous allez ouvrir la communication. Vous allez commencer la communication avec le backend. C'est-à-dire que vous voulez envoyer la requête sur quel fichier, c'est quel fichier qui reçoit les données, d'accord? C'est ici que vous spécifiez ça. Donc, étant donné que c'est une requête, on veut mettre les données. Là, on écrit post. Post, n'est-ce pas? Ça pour dire qu'on veut mettre les données dans le serveur. Là, on spécifie le chemin du fichier PHP qui va gérer la requête. Le chemin, d'accord? Le chemin est où? Là, vous voyez app controller, ensuite save.php. Là, ça, c'est le chemin à partir du fichier qui fait la requête. Donc, je suppose que vous connaissez comment est-ce qu'on peut faire les liens entre fichiers, d'accord? Voilà. Là, quand on est sur index.php, on passe sur application, ensuite sur contrôleur et ensuite sur save file, d'accord? Donc, ça, c'est le fichier qui va gérer cette requête-ci là. Maintenant, voilà, ce petit bout de code ici, ou bien cette fonction-ci va s'exécuter quand le serveur, n'est-ce pas, a renvoyé une réponse.
Bon là, reg.send, n'est-ce pas? Ici, on envoie les données. Bon, vous pouvez, ici l'ordre importe peu. Vous pouvez mettre reg.send avant ceci. Vous pouvez mettre avant onload. Bon, ça ne les dérange pas. Mais cette fonction s'exécute en fait quand le serveur a retourné quelque chose. D'accord? Maintenant, quand il a fini, quand on dit onload, c'est dit OK, quand la requête est terminée et que le serveur, n'est-ce pas, a répondu, qu'est-ce qu'on va faire donc? On va récupérer la réponse du serveur. Comme ça que, bon, ignorer, on va revenir sur ceci plus tard. 10.response text. Cette variable-ci contient la réponse que le serveur a renvoyée. Si le serveur a renvoyé OK, si le serveur a renvoyé erreur, en fait, tout ce que le serveur renvoie est retourné dans cette variable-ci là. Alors, de manière traditionnelle, c'est un peu comme une coutume. Le client et le serveur communiquent avec un langage qu'on appelle le JSON. Le JSON. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le JSON, bon, vous pouvez taper sur Google. C'est quoi le JSON? Donc, on va vous montrer. Mais en fait, c'est juste... comment on va dire ça? Un objet, c'est un peu comme un objet JavaScript, d'accord? On a une clé, ensuite on a une valeur. Bon, je vais créer un objet JSON. Non, pourquoi je vais faire ça ici? Non. Vous allez taper JSON sur Google, on va vous montrer. C'est très simple. Si vous êtes habitué aux objets JavaScript, ça va aller. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez taper ça sur Google, on va vous montrer c'est quoi un JSON. Donc, et attention, cette réponse du serveur est en JSON, mais c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est un string en JSON. Donc, c'est une chaîne de caractères, mais en JSON. Donc, pour pouvoir l'utiliser, on va donc la parser. Bon, en anglais, c'est parse. Je ne sais pas comment on appelle parse en français. Bon, bref, c'est comme ça que ça se passe en anglais. JSON.parse, en fait, ça nous permet donc de prendre la chaîne de caractères qui est en JSON, de le transformer en objet JavaScript. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les objets JavaScript, bon, je vous conseille de suivre une petite formation JavaScript, c'est pas compliqué. Donc, là, je récupère dans la réponse du serveur et voilà, je peux l'afficher dans la console. Voilà. Donc si on teste ça, ça va donner quoi? On peut tester. Donc là, je vais mettre, laissez-moi actualiser. Là, je vais mettre TC, d'accord, TC, PNL. Au niveau du mot de passe, bon, je vais dire le logo, je vais prendre une image au hasard ici. Voilà. Et puis je clique sur Save. Alors si on ouvre la console, on va voir qu'on a, bon là on a une erreur. Erreur 404. Alors, ça c'est l'objet, ça c'est la réponse du serveur. Donc il y a une erreur en backend, d'accord? Bon là, je vais vous montrer. Où est-ce que comment est-ce que je fais pour définir cette erreur là? Là c'est le fichier PHP qui gérait la requête, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Alors, quand vous ouvrez le fichier PHP, la première chose que vous faites d'abord, vous testez si vous avez reçu quelque chose. C'est pour ça que vous avez les conditions ici tout en haut, parce que bon, on peut accéder à ce fichier en entrant le lien dans la barre d'URL, en entrant le lien ici. Donc si vous ne testez pas si vous avez reçu les données avant de commencer les traitements, vous aurez les erreurs. Bon, vous aurez les erreurs, vous trouverez ce qui n'est pas convenable. Donc là, je dis if iset $_post name. Alors ceci en fait représente ça. Donc vous faites $_,
vous mettez le nom que vous avez mis ici pour récupérer la valeur qui est ici. Si vous mettez $_MDP, ça va récupérer la valeur qui est ici. Donc, voilà. C'est pareil pour MDP. Oh, et pour les fichiers, étant donné que là, ici, logo, c'est en fait, rappelez-vous, logo, c'est un fichier. C'est un fichier. D'accord? Donc, vous allez utiliser $_files. $_files et dans les crochets, donc vous mettez le nom que vous avez donné lors de l'envoi de la requête. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc, là, j'essaie de récupérer dans les données, là, j'ai pour stocker, n'est-ce pas, dans les variables que vous voyez là. Donc, et cette fonction-ci, MySQL Real Escape String, en fait, cette fonction-ci nous permet de nous protéger contre les hackers, d'accord? Vous pouvez demander à un boy de mettre son nom, et puis là, il va vous taper une requête SQL sur le champ de votre nom. Alors, si vous n'appelez pas cette fonction, c'est pour qu'elle essaie d'échapper des scripts que les gars vont essayer d'injecter dans votre site. Bon, ils peuvent faire crasher votre base de données. Donc, il faut toujours mettre ceci. MySQL Real Escape String, n'est-ce pas? Pour vous protéger contre les injections SQL. Voilà. Ça, c'est quand il s'agit des champs de texte. Bref, chaque fois que l'utilisateur doit entrer un truc, il faut toujours faire ça pour vous protéger. Sinon, ils vont crasher votre base de données. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai mis un commentaire, saving the scroll to the database. OK. Le chemin DB image path. Ça, c'est le chemin. Bon, en fait, là, je vais essayer de détailler un peu ce que le code ici fait avant de commencer à vous expliquer. Dans ce code ici, j'upload le fichier sur le serveur et j'enregistre dans la base de données. Donc, je prends l'image, je mets dans le dossier de mon serveur et puis j'enregistre les informations dans ma base de données. Alors, là, DB image path, c'est le chemin du fichier que je vais enregistrer en base de données. Donc, quand je récupère plus tard, j'utilise plutôt ce chemin-là pour insérer ça dans ma page HTML. Je vais vous montrer après. Donc là, DB image path, c'est le chemin que je vais stocker en BD. Ensuite, j'ai $_files logo crochet name. Ici, n'est-ce pas, je suis en train de récupérer le nom du fichier que vous avez envoyé depuis le front-end. Et ensuite, donc, j'ai cette fonction create scroll qui est dans mes services. Parce que je vous ai dit, il ne faut jamais mélanger les requêtes SQL avec le contrôleur. D'accord? Créer un dossier, vous mettez toutes les requêtes SQL là-bas. Comme ça, un gars peut même travailler uniquement sur les requêtes pendant que l'autre travaille sur les contrôleurs pour vérifier les champs et tout. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc là, j'ai créé scroll. On va aller voir un peu ce que cette fonction là fait. Bon, service scroll engine. Voilà, create scroll. Voilà. Ok. Voici la fonction create scroll qui prend en paramètre le nom, le mot de passe et le logo. Voilà. Et puis on a dans ce mec-ci global con. En fait, c'est quoi? Pourquoi je mets global? Parce que je suis dans une fonction. Et ceci, c'est une variable globale. Définie où? Définie dans db.php. Donc, ça, c'est le fichier qui comporte les configurations pour la connexion à la base de données. Voilà. Donc, là, School Engine. Là, je récupère dans ma variable de connexion. Et aussi, j'aimerais revenir un peu sur un petit détail. Vous voyez ceci, name _file. Il faut toujours mettre ça quand vous voulez include. Include once, en fait, ça vous permet d'intégrer certains fichiers PHP dans certains autres fichiers PHP. Voilà.
Donc là, include once, on a là their name et ensuite ici on met le fichier, on met le chemin. Commencez par le slash, on met le chemin relatif maintenant. Donc à partir de ce fichier-ci, comment est-ce que j'arrive sur le fichier db.php et vous commencez à remonter ou bien vous descendez dans l'arborescence des dossiers quoi. Vous connaissez ça. Bon, je suppose. Voilà. Donc là, on était au create school. Voilà. La variable de connexion. Ensuite, on a serializing the data. Bon, use say first, en fait, ça permet de mettre le premier caractère en majuscule, le reste en minuscule. Voilà. Les petites fonctions comme ça pour essayer de rendre vos données un peu plus beaux à voir. Voilà. Là, on dit checking if all the inputs are correct. Bon, on est en train de vérifier si tous les champs sont corrects. strlength, en fait, c'est la fonction PHP qui permet, n'est-ce pas, de mesurer la longueur d'une chaîne de caractères. Moi, il dit que ok, si la longueur du nom est 0 et que la longueur du mot de passe est nul et que la longueur du logo, bon, le logo, ouais, c'est la longueur du logo. Bon, en fait, ici, je confondais déjà, en fait, il s'agit du chemin, le chemin du logo qu'on garde en base de données. Voilà. Si le chemin est nul, on retourne false. Voilà, on retourne false pour dire que non, arrête-toi là, on ne peut pas enregistrer les données qui sont nulles. Ok, maintenant, prochain niveau, on dit check if the school already exists or not. Là, on vérifie si l'école existe déjà ou pas. Donc, ça veut dire que je peux enregistrer UIECC et puis un autre mec vient enregistrer UIECC. D'accord, il faut qu'on lui dise que non, il y a problème parce qu'il a déjà ce nom-là qui est enregistré. Voilà. Donc là, je vais faire une requête SQL pour tester ça. Donc, query, select all. Bon là, je suppose que tout le monde connaît comment est-ce qu'on fait une requête. Et ensuite, là, la réponse, MySQL query, con query, voilà. Là, il dit, ok, si la longueur des colonnes est supérieure à 0, si c'est supérieur à 0, ça veut dire que, hey, on a trouvé, n'est-ce pas, une école qui portait le même nom. On ne peut pas accepter ça. On retourne false encore pour dire, ok, arrête-toi là, on ne peut pas enregistrer deux écoles avec le même nom, ce n'est pas bon, on se tire. Ok, maintenant, dernier niveau, donc, c'est au niveau de l'insertion des données. Donc, quand tout est bon, on peut donc insérer nos données. Voilà. Là, je fais une requête insert into school, blablabla. Bla, bla. Il faut bien regarder les petites codes que je mets à côté des variables. Là, si vous ne mettez pas ça, ça ne va pas marcher. PHP est très sensible. Donc là, double code et puis les petites codes à côté des variables comme ça pour mettre la valeur de la variable et non le nom de la variable. Ensuite, là, j'ai MySQL query, con query. Voilà, là, c'est pour exécuter la requête, n'est-ce pas? Que, ok, d'accord, c'est free, insère les données. Et on retourne true. On dit, ok, c'est bon. Tout est bon. Là, si je reviens sur mon contrôleur, je garde dans ce résultat-là dans Inserted pour dire, est-ce que tu as même inséré les données là? Inserted. Inserted. Là, je vais tester donc if inserted pour dire, ok, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as inséré les données dans la base de données? Voilà. Si c'est fait, ça veut dire, ok, les données ont été enregistrées. Ce que je fais donc, c'est quoi? Je vais uploader l'image qui m'a envoyé maintenant sur le serveur. Alors, comment uploader? Vous allez d'abord stocker le chemin temporaire du fichier que vous souhaitez uploader. Là, c'est général, hein? Donc ça peut être une image, une vidéo, un PDF, n'importe quoi. C'est la même chose. Voilà. Donc, temp logo path, vous allez utiliser dans le score file logo. Ça, c'est le nom que vous avez donné quand vous avez envoyé les données. Et tmp name, n'est-ce pas, c'est une propriété, n'est-ce pas, qui nous retourne le chemin temporaire parce que c'est sous la RAM. Donc, on a mis ça sous la RAM. Là, on récupère le chemin temporaire. Et là, on définit le chemin de destination. À destination, on va mettre où? Voilà.
Et le chemin de destination est défini encore une fois à partir du fichier save.php. Donc à partir d'ici, vous parcourez jusqu'à trouver le chemin, jusqu'à trouver le dossier où vous voulez stocker, n'est-ce pas, l'image que vous avez uploadée. Donc là, j'ai cela, ok, point, veut dire je monte d'un niveau, d'accord, je monte ici, point, encore, je monte ici dans application, ensuite je descends dans image, ensuite je descends dans logo école, et ensuite, point, c'est une concaténation, c'est comme ça qu'on concatène en PHP. Concaténer, c'est quoi? Mettre deux chaînes en commande, AB, concaténation AB, voilà. Donc, point $_ underscore logo, maintenant name. Name, c'est le nom du fichier, nom avec extension, d'accord? C'était tc.jpeg, ça va être tc.jpeg. Là, ça va uploader là, dans le fichier, dans le dossier que vous avez spécifié. Si vous ratez le chemin, vous aurez une erreur, no such file or directory. Là, vous corrigez, parce que PHP, bon, faut bien vérifier le chemin là, voilà. Et ensuite, j'appelle dans la fonction move uploaded file. Cette fonction-ci, en fait, nous permet d'uploader, d'accord? Ça nous permet d'uploader le fichier dans le serveur proprement dit. Ça prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le chemin temporel du fichier. Le deuxième paramètre, c'est le chemin de destination. Donc, voici tout ce dont vous avez besoin pour uploader un fichier sur votre serveur. C'est simple, c'est rapide. Voilà. Ensuite, donc, vous créez une variable. Voilà, vous créez en PHP, on appelle ça les associative array. Voilà. C'est un peu comme les objets en JavaScript, mais sauf que là, on utilise les crochets pour spécifier les clés. Donc, clé, valeur, clé, valeur. Là, il dit statut 200 pour dire OK, c'est bon. Et là, j'ai créé encore une autre variable, data pour dire success. Bon, si vous voulez retourner quelque chose, c'est ici en fait que vous retournez ça. Là, j'ai dit donc OK, si inserted n'est pas vrai, ça veut dire qu'on n'a pas inséré les données, on a eu une erreur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner une erreur 404 et il y avait un message en error occurred. Là, on dit qu'il y a eu une erreur en back-end. Bien sûr, vous pouvez rendre ça plus parlant. Au lieu de retourner les false et les true, vous retournez les vrais messages. Bon là, for the sake of demonstration, I didn't find it useful to do all those logic. Okay, so you do it if you want to make your script perfect. Ok, donc là, maintenant, où est-ce qu'on retourne la réponse? Pour retourner la réponse, on utilise l'instruction echo. Voilà, echo. Maintenant, pour le transformer en JSON, que je vous ai dit, ok, les gars communiquent en JSON, client serveur utilise le JSON pour communiquer. Vous allez encoder dans le associative array, vous allez encoder ça en JSON. En JSON, voilà, pour que ça devienne une chaîne de caractères. Quand on sera en front-end, on va transformer ça en objet JavaScript. Si on est en JavaScript, ça dépend du langage front-end. Donc, chaque langage front-end va convertir ça en un langage qui peut comprendre. Voilà. Là, je vais faire donc echo JSON encode. Là, j'encode en JSON et je mets dans la variable associative array. Ce monsieur-ci, c'est lui que je retourne en front-end. Voilà. Donc, c'est cette réponse-ci que je reçois là. C'est ça ici. C'est ça que je reçois ici. Et quand il fait JSON.parse, ça me convertit cette chaîne de caractères JSON. Donc, c'est un JSON là avec les codes. Et quand je vais passer ça dans JSON.parse, ça va me retourner un objet JavaScript facilement gérable. Voilà. Ok, maintenant, comment est-ce que vous pouvez récupérer les données en back-end et les afficher dans votre page HTML? Alors, ça sera la même chose. On a une fonction getSaveData. Donc, récupérer les données sauvegardées. Là, bon, ça c'est HTML, je ne vais pas trop entrer dans les détails.
Là, j'ai $_school stable. Ceci représente le tableau, ce que vous voyez ici. Voilà. Avec une en-tête là que j'ai remis ici. Voilà. Et ensuite, pareil, on crée un objet XML HTTP request. Là, on fait un get. On veut prendre les choses. On va utiliser get. Ici, on mettait les choses. On a utilisé post. Mais là, on prend les choses. On va utiliser get. Et là, également, on spécifie le chemin. C'est quel fichier PHP qui s'occupe de cette tâche-ci. Vous voyez déjà comment vous pouvez allouer cette tâche à quelqu'un. Il travaille dans son coin tranquille, ne dérange personne dans l'équipe. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Get_school.php. Le voici ici. Get_school.php. C'est la même chose. Il va retrouver les données. Et puis, cette fonction-ci, c'est ça qui va nous permettre de récupérer dans les données là et de les rendre dans la page HTML. Voilà. Donc le fichier get_school.php, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Voici dans le fichier get_school.php, on a une fonction get_school. Voilà. C'est dans les services. Je vous ai dit, on ne mélange pas le SQL avec les contrôleurs. Voilà, ça c'est bon, c'est pas comme si c'est universel, c'est juste une manière de faire que je trouve intéressante. Donc, voilà, là, voici ma fonction getSchool qui prend offset. Offset, c'est la propriété SQL là. On peut dire, ok, on commence à sélectionner les données à partir d'où. Voilà, donc là, j'ai encore ma variable globale de connexion. J'ai un tableau schools qui va contenir toutes les écoles qui se trouvent dans ma BD. Ensuite, j'ai ma requête select étoile from school order by id school. Voilà, une petite requête SQL, j'espère que tout le monde peut comprendre ça. Voilà. Ensuite, on a donc la variable res qui va recevoir le résultat, n'est-ce pas, de la requête. Voilà. Et ensuite, donc, on fait une boucle là. While row equal to MySQL if fetch. Bon, ça c'est un peu un fax, c'est comme ça que ça se passe en PHP. Quand on récupère la réponse, on fait cette petite boucle while ici avec la variable row. La variable row, c'est une ligne, n'est-ce pas, de votre table SQL. On parcourt dans chaque ligne quoi, pour récupérer les données dans chaque colonne. Donc là, je vais dire, ok, ici sur la row 1. Là, je crée une variable, un associative array encore, une fois de plus. La clé id school va recevoir row id school dans la colonne id school. Pour montrer le schéma de la base de données, voilà, c'est un peu ça ici. School, on a id school, name, logo et mot de passe. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc cette fonction là va parcourir chaque row, on va récupérer chaque valeur qui est présente. Voilà. Donc là, ok, on parcourt, on récupère. Et ensuite, on ajoute dans cette instruction, si ajoute cette école-ci qu'on vient de prendre. Ça ajoute ça dans le tableau school. Ouais, c'est comme ça qu'on ajoute les données dans un tableau en PHP. Vous mettez le nom du tableau, vous mettez les crochets. Et ensuite, la valeur est ajoutée. Donc, chaque fois, ça va ajouter l'index seul. Et ça va incrémenter cela. Voilà. Ah, désolé les 5, je suis un peu fatigué. Et ensuite, je return, n'est-ce pas, schools. Là, je suis en train de retourner toutes les écoles qui se trouvent dans ma base de données. Voilà. Ok. Quand je retourne donc, je peux revenir sur mon front-end pour vous montrer un peu comment est-ce que, bon, et profite également pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez rendre un template HTML à partir des données que vous avez récupérées en base de données. Voilà. Donc là, ok, j'ai créé une variable school qui est égale à json.pass 10.response text. Donc là,
c'est les données que le backend a retourné. Vous pouvez faire un console.log là, console.log de scores. Voilà. Et vous actualisez la page, partez dans la console. Voilà, ici. Vous pouvez voir. On a le nom. Voilà. Ça, c'est toutes les écoles, l'espoir qui sont dans ma BD. Voilà. Je vais retourner dans le tableau là. Et à partir de ces données-ci que j'ai récupérées là, je vais pouvoir rendre un template HTML. Voilà. Donc, vous avez dans cette fonction render table scores. Donc, ça prend en paramètre tous les données si ça rend un template HTML. Donc, voici dans cette fonction qui est définie ici. Alors, par défaut, j'ai créé une variable HTML template qui est vide et ensuite je parcours dans ce tableau qui contient les différentes écoles. Je concatène dans le template en fait. Donc, je vais créer un template dont le contenu sera dynamique. Et remarquez dans ce symbole, ça s'insère avec sa côté au coin du clavier là, en haut de tabulation, les backticks. Donc ça nous permet en fait d'interpoler les variables dans une chaîne de caractères en JavaScript. Donc ça nous permet de mettre les variables dans les chaînes de caractères. Et ces variables sont évaluées avant d'être ajoutées à la chaîne de caractères finale. Donc on prend le contenu de la variable et ensuite on ajoute. Ça c'est pour éviter les plus parce que bon, traditionnellement on mettait les plus ici, on mettait les codes, donc c'était un peu flou, on n'arrivait pas à bien lire. Ça c'est une technique qui permet de plus propre, qui permet d'interpoler les variables. Voilà, dans un template HTML. Donc là j'ai un TR, TD, après j'ai une balise IMG. Voilà, IMG SRC là pour un logo c'est le chemin, rappelez-vous c'est le chemin dont on essaie comment HTML on connaît. Voilà, IMG SRC on met le chemin. Voilà et tout. Voilà. Donc et rappelez-vous je suis en train de faire plus égal. Donc ça veut dire que pour chaque élément je génère ce template. Je génère ce template en changeant les données. Et quand je finis, donc je fais $scores_table.innerHTML plus égal HTML template. Donc tout le template que j'ai récupéré là, j'ajoute tout ça maintenant dans la page. Ça dit j'ajoute ça à cet élément-ci. Donc c'est pour ça que vous avez dans ce template qui est généré ici. Bon là, ici sont les images, bon que les chemins. Je les ai supprimés, ça ne s'affiche pas. Donc là c'est les données que vous avez récupérées et vous avez rendu ça en template HTML. Donc là, bon, je vais un peu tester encore. Au départ, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a donné une erreur. Bon, j'ai pas pris le temps de vérifier. Voilà, on va essayer un truc. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Voilà. Vous voyez, ça s'est bien enregistré. ID, non. Et le logo. Voilà, donc c'est tout. C'est tout pour cette vidéo, les gars. C'est tout pour cette vidéo. Donc là, j'ai essayé de vous montrer, n'est-ce pas, comment est-ce que vous pouvez rendre votre code plus maintenable. Parce que quand c'est séparé comme ça, chacun peut travailler tranquille dans son coin, sans être dérangé, sans se frustrer. Voilà. Deuxièmement, votre code est plus propre. Troisièmement aussi, j'ai profité pour vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez uploader les fichiers avec PHP. Voilà. Depuis le front-end, bon, depuis le back-end, comment est-ce qu'on peut uploader un fichier? Comment est-ce qu'on peut insérer les données en BD? Comment est-ce qu'on peut récupérer les données en BD et rendre un template HTML avec cela? Ça, c'est quelque chose que vous allez faire chaque fois. Donc, je pense qu'avec ce projet-ci, avec toutes ces connaissances-ci, vous pouvez mettre sur pied un projet PHP, HTML, CSS, JavaScript qui marche, qui résout un problème concret.
Donc, ça sera tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Moi, je sais pas si je vais vous donner mon code parce que c'est quand même mon projet que je vais présenter samedi. Bon, je sais pas si je vais mettre le code comme ça. Vous pouvez facilement copier-coller la structure dans certains codes de PHP. Bon, peut-être, ouais, je vais mettre ça sur Git pour que vous puissiez télécharger. Bon, laissez-moi un commentaire pour me faire savoir si bon, le code vous intéresse. Et bon, s'il y a beaucoup de gens qui se prononcent, je vais laisser le code sur Git. Alors sur ce, ciao, bye.